Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la thématique des logements vacants bloqués, comment passer à l'action. On tenait tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu présent à ce webinaire qui est donc le premier organisé par notre bureau d'études Citémétrie. Donc une petite présentation déjà pour commencer. Notre bureau d'études Citémétrie a notamment pour mission d'accompagner les collectivités dans la mise en place et dans l'animation de dispositifs programmés d'amélioration de l'habitat. Donc, je suis Stéphanie Magnier, chef de projet études et référente sur la thématique vacances au sein de Citémétrie. Bonjour à tous, je suis Marion De Villers, responsable du pôle des expertises juridiques chez Citémétrie. Et à travers nos missions, nous sommes de plus en plus confrontés à la thématique de la lutte contre la vacance des logements. C'est un enjeu qui touche tout type de territoire, qu'il soit urbain ou rural. Vous le savez, la vacance peut revêtir plusieurs formes et être ainsi plus ou moins problématique. Donc au cours de cette session, nous allons explorer ensemble la thématique des logements vacants bloqués et étudier comment passer à l'action à travers des retours d'expérience qui, nous l'espérons, vous seront utiles dans vos activités. Avant de commencer, quelques informations pratiques. Vos micros et caméras sont bloqués puisque nous sommes dans un webinaire collectif. Et donc, n'hésitez pas à utiliser le chat questions-réponses pour poser vos questions, que notre collègue et modératrice Léa Palimbo nous relaiera à l'issue de notre présentation, parce qu'un temps sera dédié pour répondre aux questions qui seront posées au cours de notre présentation. Alors, donc déjà, des biens vacants bloqués. De quoi parle-t-on? Alors, ce sont des biens qui sont généralement visibles à l'état d'abandon, des biens qui sont considérés comme des verrues et qui dégradent généralement l'image d'un quartier ou d'un village. Donc, c'est souvent des biens dont la vacance devient problématique car elle peut être source de nuisances pour le voisinage, créer des désordres, voire un danger sur le long terme. Donc, vous avez certainement en tête une adresse pour laquelle vous vous demandez comment agir. Vous vous demandez qui est le propriétaire, comment le contacter, est-ce qu'il est décédé, ou alors vous savez qu'il est décédé, mais vous vous demandez s'il y a des héritiers et comment les contacter. Vous pouvez également connaître le propriétaire et les héritiers, et pour autant, vous savez qu'ils sont inactifs. Donc, il s'agit généralement de situations qui s'enlisent et pour lesquelles il est difficile de trouver une solution, alors même qu'on le ressent beaucoup à notre niveau, que l'attente des collectivités est vraiment grandissante pour agir sur ces biens bloqués qui, en fait, sont de véritables gisements fonciers. Et le traitement des logements vacants est un sujet d'actualité. Je pense que vous avez tous déjà au moins participé à un webinaire justement sur la question de l'identification des situations de vacances. De la même manière, peut-être que vous maîtrisez ou connaissez les outils, la boîte à outils à déployer, le panel de procédures qui peuvent être mises en œuvre et également, du coup, dans le cadre de ces traitements de situations de vacances. En revanche, dans les faits, il n'est pas toujours simple de faire le lien entre ces deux gros sujets, l'identification et la boîte à outils, et surtout, comment et quel outil on déploie. Parce qu'entre une situation de vacances X et une situation de vacances Y, on ne peut pas toujours utiliser la même procédure. Et donc, c'est la raison pour laquelle on vous propose ici de regarder comment étudier les situations de vacances bloquées et ensuite d'analyser du coup ces situations de vacances par un diagnostic pour pouvoir mobiliser le meilleur outil et lever le meilleur levier de traitement de cette situation de vacances. On vous propose du coup de découper ce webinaire en 3 temps distincts. Tout d'abord, on va quand même revenir sur l'identification des biens vacants bloqués, parce que là encore, on ne parlera que des situations complexes. Donc, de quoi parlons-nous ici ? Dans un second temps, nous expliquerons que justement sur ces situations complexes, il est primordial d'engager un diagnostic foncier et peut-être pour certaines situations même techniques, on verra ça ensemble. Et enfin, dans un troisième temps, nous travaillerons sur l'identification de la stratégie d'intervention et c'est à cette étape-là que nous reviendrons sur les cas concrets que nous avons rencontrés dans le cadre de nos missions.
Alors, sur la première partie, comment justement on identifie qu'un bien vacant est bloqué. Donc, en effet, ça nécessite déjà une première étape. Donc, si généralement en milieu rural, la proximité favorise la connaissance de ce type de situation complexe, cela peut être moins évident dans des villes de taille plus importante où du coup, la connaissance des situations est généralement moins fine. Donc, pour caractériser qu'un bien vacant est bloqué, déjà, on va commencer par exploiter des bases de données, donc en particulier la base de données LOVAC, qui est une base de données produite par le CEREMA à partir de données fiscales et cadastrales, et donc qui va vous permettre de faire déjà une analyse statistique et qui va vous permettre de repérer les logements vacants, dont ceux en vacances structurelles, c'est-à-dire vacants depuis au moins 2 ans. Vous pouvez encore aller plus loin en utilisant la plateforme numérique de l'État, Zéro Logement Vacant, qui est aujourd'hui bien connue et qui exploite et enrichit ces données et qui permet en plus d'assurer un véritable suivi des logements vacants. Donc c'est vraiment un outil de gestion et d'accompagnement des démarches de mobilisation des logements vacants que nous vous recommandons vivement d'utiliser si ce n'est pas déjà le cas. Et d'ailleurs, on salue l'équipe qui assiste au webinaire aujourd'hui. Ensuite, une fois qu'on a donc repéré les biens vacants à partir de ces outils, nous, ce qu'on recommande vraiment de faire, c'est de coupler ce travail d'identification par des investigations de terrain. Donc, ça va être des campagnes de repérage sur site, ça peut aussi être des enquêtes de voisinage, car on s'aperçoit que des fois, les situations de biens vacants bloqués, justement qui sont bloqués de longue date, n'apparaissent justement pas dans les bases de données. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est de coupler ça par un travail de terrain pour justement visuellement repérer ce qui est à l'abandon. Et du coup, on va notamment pouvoir alimenter la plateforme Zéro Logement Vacant. Ensuite, une fois qu'on a du coup la liste de biens identifiés comme vacants à la fois par la base de données plus l'investigation de terrain, on recommande la réalisation d'une enquête auprès des propriétaires des biens vacants identifiés. Campagne d'enquête que vous pouvez également faire via l'outil Zéro Logement Vacant, hein, qui facilite grandement la réalisation d'une campagne d'enquête. Et donc, on va envoyer un questionnaire aux propriétaires identifiés, justement pour l'interroger sur la situation de propriété du bien, sur ce qu'il compte faire du bien et puis aussi s'il a un besoin d'un accompagnement, donc qu'il soit technique, administratif ou financier. Alors finalement, on peut avoir tout type de réponses à ce questionnaire. On peut avoir du coup un propriétaire qui vient justement expliquer les raisons du blocage. Donc ça, forcément, ça va nous aider à qualifier la situation. Et on peut aussi avoir une non-réponse. Et cette absence de réponse est également un indice qui va nous aider à qualifier la situation de bloqué. Et enfin, ce qu'on recommande, c'est également de faire ce qu'on appelle une analyse flash de la situation de propriété à travers le relevé de propriété, également appelé matrice cadastrale. Donc ça, c'est un document fiscal et cadastral auquel les collectivités ont facilement accès, notamment via la base de données, via l'outil Baltique. Donc ce relevé de propriété permet déjà de donner des informations de base sur le propriétaire. On va retrouver son nom, son prénom, la dernière adresse connue et également la date de mutation du bien et aussi la date de naissance et le lieu de naissance du propriétaire. Le fait d'analyser ce relevé de propriété va déjà nous permettre de donner quelques indices. Par exemple, une date de mutation ancienne ou une date de naissance ancienne, voire même des fois, vous voyez écrit 000. Là, voilà, c'est autant d'indices qui laissent présager que la situation semble un petit peu complexe. Et vous pouvez aussi avoir la référence à une étude notariale dans l'adresse du propriétaire. Voilà, donc ça, c'est autant d'indices qui laissent présager aussi que la situation peut être un petit peu complexe. Voilà, donc il faut savoir que tout ce travail d'identification peut être entrepris par un opérateur dans le cadre d'une étude préopérationnelle type OPA-RU ou pacte territorial ou également dans le cadre d'un suivi animation donc de dispositifs d'amélioration de l'habitat. L'ensemble des éléments recueillis préalablement dans le cadre de cette phase d'identification va nous permettre du coup de savoir si la situation est bloquée ou au contraire, eh bien, ces petites recherches ont permis de se rendre compte que non, il n'y avait pas de problématique. C'est juste qu'on se trouve en présence d'un propriétaire inactif, mais en activant justement le réseau, les petites recherches, etc., on voit que c'est quelqu'un qui est volontaire. Dans ce cas-là, c'est plutôt positif. Ça veut dire que ça peut sortir, cette situation de vacances peut être traitée par l'intermédiaire d'actions incitatives. Une des actions les plus fréquentes, c'est la prime sortie de vacances.
qui peut être couplé aussi avec des aides aux travaux, par exemple, et qui pourrait, là aussi, dans cet ensemble, pour activer ces actions-là, faire le cadre d'une animation renforcée. Donc, encore une fois, par l'intermédiaire, par exemple, d'un bureau d'études, d'un opérateur tel que Citémétrie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les dispositifs et l'animation renforcée permet de suivre le propriétaire de sa captation au montage de son projet de travaux, ou peut-être même d'ailleurs de la vente du bien. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est-à-dire que débloquer une situation de vacances, c'est pas nécessairement rénover le logement, si c'est le cas, c'est super, mais ça peut être aussi vendre le logement, ce qui permet du coup de créer de la vie, on va dire, sur ce bien qui jusque-là était complètement inactif. L'autre situation que l'on peut relever grâce à cette identification et le recueil déjà de premières informations, c'est que la situation est bloquée. Elle est bloquée parce que, eh bien, on se rend compte qu'on est dans une situation de propriété complexe, le propriétaire est décédé, on se rend compte qu'il n'est peut-être pas souverain ou encore qu'il peut être aussi inconnu. Et donc, on est face à des situations qui, sans action de la collectivité, la situation n'évoluera pas du tout. C'est-à-dire qu'elle va rester à ce stade de blocage. Donc, pour ces situations, il faut pousser les recherches pour savoir justement savoir quel levier activer et est-ce qu'on va pouvoir du coup débloquer cette situation. Raison pour laquelle on propose la réalisation de diagnostics. C'est ça. Donc, je voulais d'abord vous parler d'une étape qui est vraiment indispensable pour ces situations bloquées. Donc, c'est le diagnostic foncier. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on recommande de mener. Donc, qu'est-ce qu'un diagnostic foncier? En fait, c'est une véritable enquête qu'on va mener. Donc, déjà, dans un premier temps, donc une fois qu'on a identifié le bien vacant bloqué, la première étape à réaliser, ça va être de contextualiser ce bien. Donc, où est-il situé? Quel est son environnement urbain? Est-ce qu'il est situé dans un périmètre d'intervention particulier, type périmètre d'OPRU ou périmètre d'opération de revitalisation du territoire, donc périmètre ORT, notamment dans le cadre d'un dispositif type Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain? Existe-t-il un projet sur ce bien? Voilà, autant d'éléments qui vont être importants à récolter dès le début de ce diagnostic foncier, puisque demain, ça va également pouvoir du coup orienter l'issue du diagnostic et l'identification de la stratégie. En deuxième étape, il va également être important de récolter toute information éventuellement connue sur la situation. On l'a dit déjà un petit peu tout à l'heure, c'est vrai qu'en milieu rural, généralement, ce sont des biens qui sont bien identifiés, qui sont bien connus. Peut-être que le maire a déjà connaissance du fait que le propriétaire est décédé, ou peut-être un contact d'héritier, voire même un contact d'études notariales. Donc voilà, le moindre indice est vraiment précieux à récolter. Et également, ce qui va être intéressant de recueillir, c'est les éventuelles démarches éventuellement déjà entreprises. Donc voilà, qu'on ait tout l'historique de ce qui a déjà été fait. Est-ce que, par exemple, un courrier a déjà été envoyé au dernier propriétaire identifié? Est-ce qu'un arrêté de mise en sécurité a été pris aussi? Est-ce que le courrier envoyé est revenu en n'habite pas à l'adresse indiquée ou non? Voilà, ça, c'est vraiment des indices aussi qui vont nous aider à qualifier la situation. Ensuite, on va procéder vraiment à une étape qui est le cœur du diagnostic foncier, c'est-à-dire qu'on va venir rechercher et récolter de la documentation relative à la fois à la situation de propriété, à l'état civil, voire à la succession en cas de propriétaire décédé. Donc là, on voulait faire un petit focus justement sur la récolte et la recherche et la récolte des documents pour que vous voyez très concrètement quelles sources on vient utiliser en fonction des questions qu'on se pose tous généralement face à ce type de situation. Donc déjà, première grande question, comment savoir qui est réellement propriétaire du logement? On en a parlé tout à l'heure. Le propriétaire, on va le connaître sur les bases de données, donc l'OVAC, les fichiers fonciers, grâce à la plateforme Zéro Logement Vacant, et également sur le relevé de propriété. Mais il faut se dire que ces informations-là ne sont pas toujours exhaustives. Voilà, ce sont souvent des données fiscales. Et du coup, si vraiment on veut avoir une vision très claire et surtout savoir qui est officiellement et juridiquement propriétaire du bien, le seul document qui prévaut, c'est l'état hypothécaire, donc qu'il faut demander auprès du service de la publicité foncière.
Et du coup, le fait d'obtenir ce document va vous permettre d'avoir vraiment la fiche d'identité du bien immobilier, de retrouver l'ensemble des mutations intervenues sur le bien. Et du coup, ça va vous permettre de vraiment savoir ce qui se passe. Un exemple très concret, hein, c'est vrai que, par exemple, sur le relevé de propriété, vous pouvez voir apparaître un nom. Et en fait, quand on demande l'état hypothécaire, on se rend compte que le nom qui apparaît, ce n'est pas le seul propriétaire du bien, c'est juste le propriétaire d'une partie du bien. Voilà, donc d'où l'intérêt de bien avoir un état hypothécaire pour retracer tout ça. Autre point de vigilance également, sur un relevé de propriété, vous n'aurez jamais plus de 6 noms qui apparaissent. Donc, en cas d'indivision avec des propriétaires qui sont très nombreux, vous ne le saurez pas non plus. Il n'y a vraiment qu'avec l'état hypothécaire que vous aurez cette information. Une fois du coup qu'on sait qui est officiellement propriétaire, généralement on se demande est-ce que le propriétaire est encore en vie ou non. Donc pour cela, vous pouvez utiliser un moteur de recherche très pratique, qui est le moteur de recherche des personnes décédées, qui s'appelle Match ID et qui est disponible en accès libre sur Internet. Ça recense en fait l'ensemble des décès, donc des fichiers de l'INSEE recueillis depuis 1970. En fait, voilà, il vous suffit de taper le nom, le prénom, la date et le lieu de décès du propriétaire que vous aurez récolté grâce à l'analyse du relevé de propriété et de l'état hypothécaire. Ça vous permet du coup tout de suite de savoir si le propriétaire est décédé ou non. Ensuite, la prochaine étape, c'est très bien, le propriétaire est décédé. La question qu'on se pose tous, est-ce que la succession est réglée? Est-ce que des héritiers sont identifiés? Donc pour cela, on va se poser la question si une étude notariale a été saisie. Donc, ce qu'on conseille vraiment de faire en premier lieu, c'est du coup de faire la demande d'acte de décès, puisqu'on aura eu l'information grâce au moteur de recherche, et du coup à la mairie du lieu de décès, de faire la demande de cet acte de décès, donc de demander la copie conforme à l'original. Et l'avantage, c'est que déjà, quand vous allez recevoir cet acte de décès, vous allez pouvoir l'analyser. Puisque pour les décès postérieurs à 2012, si un acte de notoriété a été établi, donc si une étude notariale a été saisie, vous allez le voir apparaître et du coup, vous verrez apparaître le nom de l'étude notariale en charge de la succession. Des fois, le décès est postérieur à 2012 et vous ne voyez rien apparaître. Et aussi, des fois, vous êtes confronté à des décès qui sont antérieurs à 2012. Dans ce cas-là, comment on fait ? On peut interroger le fichier central des dispositions de dernière volonté, aussi appelé fichier des testaments, qui va vous permettre, en envoyant la copie originale de l'acte de décès, vous allez pouvoir avoir le compte-rendu d'interrogation du fichier, qui va notamment vous permettre de voir si une étude notariale a interrogé le fichier et du coup a été saisie à un moment donné sur le dossier. Voilà, donc ça c'est quand même du coup un indice très précieux, puisque forcément, si vous voyez que rien n'est apparu et qu'un décès est très ancien, déjà là on peut se dire que la succession n'a jamais été réglée. Autre question qu'on peut être amené à se poser également, c'est notamment savoir si les taxes foncières sont toujours acquittées. Donc pour cela, vous pouvez compléter un formulaire de demande de renseignement qui est en libre accès sur Internet et que du coup, vous pouvez adresser aux impôts, donc au service impôts des particuliers. Et du coup, ils vous répondront pour vous dire si les taxes foncières sont ou pas acquittées depuis ces 3 dernières années. Et ça aussi, c'est un indice très précieux pour la suite et qui pourra déterminer le choix d'une procédure. Enfin, vous pouvez également être amené à vous demander si la succession n'a pas déjà été déclarée vacante et du coup est en gestion chez le service du domaine. Pour cela, vous avez également un accès libre sur Internet, sur le portail des successions vacantes. Donc là, ça vous permet de vous connecter à ce site, de taper là aussi, de renseigner là aussi le nom du propriétaire, sa date et son lieu de décès que vous aurez du coup récolté auparavant. Et vous verrez tout de suite donc si le service du domaine et quel service est missionné. Voilà. Et ça, du coup, il faut savoir que c'est que pour les décès postérieurs à 2007. Pour les décès antérieurs à 2007, vous avez toujours la possibilité de les interroger directement par mail. Voilà, donc là, c'était pour vous donner des petits éléments, on va dire, assez concrets. Ensuite, maintenant qu'on a récolté tous ces éléments-là, alors c'est pas exhaustif, hein, on peut être aussi amené à faire des enquêtes un peu plus poussées en fonction de la situation. Mais en tout cas, là, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va être amené, du coup, à contacter les différents intervenants qu'on aura pu notamment identifier dans la phase de récolte. Donc, ça va être peut-être un héritier, un indivisaire et également les études notariales, notamment pour savoir si le dossier est encore actif chez eux.
Et du coup, suite à cette grosse étape de diagnostic foncier, on a une vision vraiment éclaircie de la situation. Tous les points d'interrogation sont levés et ça nous permet du coup de vraiment savoir où on peut aller pour la suite de la stratégie. Effectivement, dans 80% des cas, le diagnostic foncier suffit. On se rend compte que, comme le disait Stéphanie, ça nous permet de toute façon d'identifier le ou les propriétaires, s'ils sont toujours en vie, s'ils sont décédés. Et donc, vraiment, la plupart du temps, on arrive à orienter vers déjà une procédure adaptée. En revanche, on a remarqué également que dans certaines situations, il pouvait être nécessaire de compléter ce diagnostic foncier par un diagnostic plus technique. Pourquoi ? Eh bien, parce que certains immeubles, et ça vous l'avez de toute façon déjà repéré dans le cadre de vos missions, j'imagine, mais certains immeubles sont dans de tels états qu'ils laissent planer un sérieux doute sur le risque qu'ils pourraient créer pour les tiers. Et donc, pour s'en assurer, il faut diagnostiquer son état technique et donc évaluer l'urgence du traitement. Au besoin, d'ailleurs, à l'issue de ce diagnostic, un arrêté pourrait être pris, bien évidemment, dans la mesure où nous avons préalablement identifié un propriétaire et que celui-ci est toujours en vie. Ça peut être également intéressant de réaliser un diagnostic technique, là pour un travail plutôt d'anticipation, qui peut mener d'ailleurs, donc ça tend vers une étude de faisabilité. Pourquoi ? Parce que pour abonder les informations, faire une étude plus approfondie et permettre du coup à la collectivité de maîtriser les points de blocage. Toute cette maîtrise d'information sera nécessaire ensuite à tracer un projet, une méthode d'intervention plus globale. La mission de traitement de vacances, elle est étroitement liée, et c'est logique, au traitement de l'habitat dégradé. Comme je le disais en introduction, les logements vacants bloqués sont généralement dans un état de dégradation assez avancé, et donc ça peut nécessiter de prévoir des projets de recyclage plus importants à l'échelle de l'îlot, ou de l'immeuble, bien évidemment, mais ça peut permettre du coup à la collectivité ici de répondre à des objectifs un peu plus globaux, soit dans le cadre d'une politique locale, soit dans le cadre d'un dispositif, et je mentionnerai par exemple les OPARU. Et donc là, ici, cet aspect technique sera nécessaire. Et donc, par la réalisation de ce diagnostic, on anticipe un projet et on tend vers cette faisabilité du projet. Est-ce que c'est possible et envisageable ? On anticipe. Et enfin, ce diagnostic technique, il sera primordial parfois pour justifier de l'engagement d'une procédure coercitive. On verra dans le troisième temps quelles sont ces actions coercitives, mais si vous voulez, si un immeuble est dans un état de dégradation assez avancé et que la situation de propriété le justifie, c'est comme pour le premier point, et surtout que la collectivité souhaite agir, interagir, elle devra nécessairement justifier cette interaction, cette intervention. Et donc, cette justification peut passer par la nécessité de remédier à la situation de dégradation lourde. Et donc, le diagnostic technique ici permettra d'identifier tous ces points de blocage, comme je le disais, sur le bâtiment. Ce diagnostic technique, il est réalisé soit par la collectivité directement, par l'intermédiaire de ses services techniques. Il peut être réalisé également par un bureau d'études spécifique, un type bureau d'études structure. Ça peut être également, je le disais dans le deuxième point, pour anticiper une intervention plus globale, réalisée par un opérateur qui est par exemple en charge d'un dispositif. Ou encore, c'est le type de diagnostic, alors on est plutôt sur de l'expertise, qui est réalisé dans le cadre d'une demande de nomination auprès du tribunal administratif par les collectivités en anticipation justement d'une prochaine procédure. À l'issue donc du diagnostic foncier et éventuellement du diagnostic technique, on devient complètement sachant sur la situation. Et c'est vraiment ces diagnostics-là qui vont nous permettre d'identifier la bonne stratégie d'intervention. Donc on vous propose là d'échanger désormais sur les stratégies à mettre en œuvre. Donc, comme je le disais, une fois les diagnostics, les diagnostics réalisés, on peut faire un travail de préorientation. Pourquoi la préorientation ?
Tout simplement parce qu'il faut nécessairement passer par un échange avec les collectivités sur ses besoins et surtout sa stratégie. En effet, il est primordial de s'assurer que la collectivité maîtrise les conséquences de la procédure préconisée, de la stratégie préconisée. Est-ce qu'elle souhaite déjà récupérer le bien? Ça, c'est primordial. Si oui, si elle souhaite récupérer le bien, cette collectivité, est-ce qu'elle a un projet associé à ce ou ces biens? Il n'est pas effectivement question d'orienter la collectivité vers une procédure pouvant amener à l'expropriation ou à l'incorporation du bien dans le patrimoine sans avoir anticipé justement une sortie, un traitement de ces procédures. L'idée, ce n'est pas que la collectivité se retrouve avec un bien sur les bras qui va lui coûter de l'argent et dont elle ne sait pas quoi faire. Et donc, tout ça, il faut bien évidemment les anticiper. D'autant que c'est souvent ce point qui est un point de blocage, qui bloque les collectivités, qui les empêche de passer à l'action. Mais donc, une fois la stratégie validée, nous pouvons conforter l'orientation de l'adresse vers la bonne action, volontariste ou coercitive. Volontariste, pour quelle procédure? Pour quel bien plutôt? Alors, la première action volontariste, ça peut être, vous voyez, déjà dès les diagnostics, dès la réalisation des diagnostics, parce que parfois, on se rend compte que le fait d'avoir engagé un travail d'enquête, d'avoir pris contact avec l'étude notariale, avec les héritiers, eh bien, ça permet, cette remobilisation permet de décanter la situation et en fait, tout simplement, de dénouer la situation de vacances. Donc ça peut être très, très satisfaisant parce que du coup, le travail est plutôt rapide, on va dire. Mais il y a des situations où on doit interagir davantage. Et c'est le cas de la procédure de bien sans maître. La procédure de bien sans maître, je pense que vous avez déjà tous en tête les critères qui permettent d'orienter certains biens vers cette procédure. Mais je le rappelle très brièvement, c'est lorsque le propriétaire, le ou les propriétaires, sont décédés depuis au moins 30 ans ou ramenés à 10 ans sur les périmètres ORT. Il y a également la procédure de bien présumé sans maître. C'est-à-dire que là, on ne sait pas trop si le propriétaire est décédé ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est inconnu. On ne retrouve pas sa trace. Et ce qui permet de conforter qu'il est présumé sans maître, c'est qu'on a réussi à obtenir le justificatif que la taxe foncière n'a pas été payée depuis ces 3 dernières années au moins. Encore une fois, je refais quelques petits pas en arrière pour poser vraiment l'importance de la réalisation des étapes de diagnostic. Parce que si vous vous souvenez en introduction de notre webinaire, on a expliqué que oui, on maîtrise les situations de vacances, on les a bien identifiées, on sait quels outils déployer, mais en fait, vous voyez, sans la phase d'enquête intermédiaire, vous ne pouvez pas dire si c'est un bien sans maître ou un bien présumé sans maître parce que vous n'avez pas réalisé cette enquête. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'importance de réaliser ces petites recherches préalables. La dernière possible action volontariste, c'est la succession vacante. Là, on le sait, le propriétaire, le ou les propriétaires sont décédés, d'accord? On a des héritiers qui ne sont peut-être pas connus, ou s'ils le sont, ils sont renonçants, inactifs. Quoi qu'il en soit, la succession est toujours ouverte, elle est bloquée, rien ne se passe depuis plusieurs années. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, une succession doit être réglée dans les 6 mois qui suivent le décès du propriétaire, du dernier propriétaire, si je peux dire ça. Et donc là, l'objectif, grâce à l'engagement de cette procédure de succession vacante, c'est de demander un petit coup de pouce, un gros coup de pouce d'ailleurs, au service des domaines, qui va être ici nommé en tant que curateur de la succession. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Le service des domaines va faire le tri entre actifs, passifs, vendre le ou les biens appartenant présents dans la succession. Et en gros, après la nomination, c'est donc le service des domaines qui gère le traitement de cette situation de vacances. Ce qui est du coup plutôt confortable pour les collectivités puisqu'on a toute l'expertise, on a le profit de l'expertise du service des domaines. Donc ça, c'est pour ces situations d'action volontariste qui vont viser, vous l'aurez compris, principalement des situations où le propriétaire est absent. Il est décédé, inconnu, et dès lors que nous avons, au contraire, identifié un propriétaire,
on pourra davantage se tourner vers des actions coercitives. Parce que oui, on a identifié un propriétaire, mais si on est toujours là à ce stade de se demander qu'est-ce qu'on fait de cette adresse, c'est parce que la situation de propriété est complexe et que le propriétaire, il est inactif ou carrément, il n'est pas volontaire, il ne souhaite pas s'engager vers la réalisation de travaux. Et donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, sans intervention de la collectivité, malheureusement, la situation n'évoluera pas. Donc là, on a diverses actions coercitives que je vous ai listées. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que nous allons les voir après dans les cas un peu plus concrets. Mais vous les avez là. La plus connue d'entre elles, on va dire, c'est l'état d'abandon manifeste. C'est la plus connue, la plus facilement maîtrisable. Mais on a également la procédure d'expropriation des biens irrémédiables, des biens menaçant ruine, ou la DUP Vivien. On a aussi une petite nouvelle, l'expropriation des immeubles remédiables pour des biens qui ont déjà un petit historique administratif de ces 10 dernières années. Mais on a aussi une opération d'aménagement qui peut être assez utile, c'est l'opération de restauration immobilière. Donc, on vous propose maintenant d'illustrer justement tout ce panel de stratégies d'intervention possibles à travers des cas concrets auxquels nous avons été confrontés. Donc, cas pratique numéro 1, nous sommes dans l'Aisne, à Saint-Gobain, où Citémétrie intervient dans le cadre d'un suivi animation d'OPA RU. Donc, pour le coup, c'est une adresse qui avait été identifiée par l'équipe de suivi animation au démarrage du dispositif, en croisant notamment la base de données LOVAC et une campagne de repérage sur le terrain. Donc, sur cette adresse, un bien vacant bloqué. Donc, on entreprend donc le fameux diagnostic foncier avec notamment une demande d'état hypothécaire qui vient nous confirmer que les propriétaires sont une dame et sa fille. On fait les démarches pour vérifier ce qu'il en est de l'état civil. On découvre qu'elles sont toutes les deux décédées, respectivement en 2013 puis en 2022. On demande les actes de décès, aucune information apparaît, donc on fait une demande au fichier d'interrogation des dernières volontés et on se rend compte que ce soit pour la dame, pour la maman ou pour sa fille, qu'aucune étude notariale n'apparaît, donc personne n'a jamais été saisi pour régler la succession de ce bien. Donc là, typiquement, on est face à un cas de succession vacante où ça répond tout à fait à un des critères qui est pas d'héritier identifié. Donc là, on peut mener la procédure donc en envoyant une requête au tribunal judiciaire pour faire nommer le service du domaine curateur de la succession de la maman et de la fille, ce qui va permettre donc au service des domaines d'assurer la gestion du bien et même de toutes les successions jusqu'à la mise en vente. Voilà, donc mise en vente à un particulier, comme le disait Marion, c'est quand même du coup une procédure très utile puisque ça n'oblige pas la collectivité à se porter acquéreur du bien. Voilà, donc c'est quand même une procédure très, très intéressante et sous-utilisée. Et d'ailleurs, le service du domaine indique qu'il est vraiment très bien de pouvoir identifier justement au plus tôt ces situations pour qu'ils soient saisis le plus vite possible et que la gestion en soit aussi plus facile pour eux. Autre cas qu'on voulait aussi partager avec vous. Donc là, on est sur la commune de Landrecy dans le Nord. On intervient également dans le cadre d'une OPA RU. C'est une adresse qui avait déjà été identifiée dans la liste des adresses prioritaires qui figuraient dans la convention d'OPA RU, donc à l'issue de la réalisation d'une étude préopérationnelle. Et là, donc vous allez le voir, le diagnostic foncier vient nous dire que donc le bien appartient à un couple qui sont tous les deux décédés. Donc pareil, on a fait les différentes recherches, récolte de documents, décédés en 99 et en 2017. Et là, pour le coup, des héritiers ont été identifiés, c'est-à-dire que ce couple avait des enfants, sauf qu'ils sont complètement en désaccord. Ça fait presque 10 ans qu'une étude notariale a été effectivement saisie, mais elle a complètement lâché l'affaire. Le dossier est complètement bloqué et inactif chez eux. Et là aussi, on est typiquement dans un cas qui est du ressort de la succession vacante, puisque un des critères est aussi héritier inactif, n'ayant pas officiellement opté pour la succession. Voilà, là, on est vraiment dans ce cas de figure également. Donc là aussi, on a fait une requête pour que le service de domaine soit nommé curateur et qu'il puisse gérer le bien jusqu'à sa mise en vente.
Autre cas de figure, donc là, cette fois, on est à Abbeville, dans la Somme, où Cité Métrie intervient là aussi dans le cadre d'une OPRU, une adresse également identifiée dans le cadre de la convention. Et là, en fait, autre cas de figure, le diagnostic foncier nous permet de confirmer que le bien appartient à un couple, qu'ils sont tous les deux décédés en 1995, soit depuis plus de 30 ans, et que là aussi, aucun héritier n'est identifié. On a fait la demande au fichier des dernières volontés pour monsieur et pour madame. Il n'y avait aucune interrogation, donc aucun notaire n'a jamais été saisi. Donc là, pour le coup, on voit qu'il y a cette barrière des 30 ans qui est dépassée. On a du coup interrogé la commune sur son éventuelle volonté d'incorporer le bien. Elle en était d'accord. Donc là, typiquement, procédure de bien sans maître qui va donc aboutir à l'incorporation du bien dans le domaine communal, la commune pouvant être ensuite accompagnée pour revendre le bien à un particulier avec cahier des charges pour s'assurer justement que le bien soit bien remis sur le marché. On est encore à Ville, encore dans le périmètre d'OPRU. Alors là, pour le coup, c'est un bien qui a été identifié lors d'une campagne de repérage sur le terrain, puisque c'est un bien vacant depuis de nombreuses années, mais qui ne ressortait pas dans les bases de données, donc d'où l'importance du travail de terrain. Ce que le diagnostic foncier a révélé, c'est que la maison appartient à un certain monsieur X. En tout cas, c'est ce qui apparaît sur le relevé de propriété. On a un nom, un prénom, pas de date de naissance, pas de lieu de naissance. On fait une demande d'état hypothécaire. Aucune information. On va même plus loin, on va creuser aux archives, on ne retrouve pas trace de l'origine de propriété du bien. On est donc face à un propriétaire inconnu de fait. On couple tout ça par une vérification auprès du service des impôts pour savoir ce qu'il en est des taxes foncières. On apprend qu'aucune taxe foncière n'est acquittée depuis plusieurs années. Donc là, typiquement, on vient ranger la situation à l'issue du diagnostic foncier dans la catégorie procédure de bien sans maître, présumé sans maître, pardon, puisque propriétaire inconnu plus taxe foncière non acquittée depuis plus de 30 ans. Et voilà, là aussi, ça va aboutir à l'incorporation du bien dans le domaine communal. Pour ce 5e cas, on va parler maintenant de ces situations où on couple le diagnostic foncier et le diagnostic technique. Alors là, face à cette fiche cas pratique, nous avons un bien situé à Abbeville, dans le 80. C'est un bien qui est situé sur le périmètre d'OPARU. C'est un marché d'animation du coup qui est assuré par Cité Métrie. Et cette adresse a été identifiée par l'équipe justement de suivi animation. Donc, encore une fois, avec l'analyse de la base de données LOVAC et la campagne de repérage sur le terrain. Ce qu'on apprend sur ce bien, par l'entame d'un diagnostic foncier, c'est que cette maison a un propriétaire identifié, monsieur Y. Il est identifié et surtout, il est encore en vie. Donc là, on voit qu'on a un propriétaire captable. C'est intéressant parce que nécessairement, vous voyez, on voit sur les actions volontaristes, on va être limité. On va plutôt s'orienter, si la collectivité le veut, on verra après, vers une action plutôt coercitive. Mais il est captable, ce propriétaire. On a fait une première prise de contact, mais il n'est pas actif et surtout, il n'est pas réactif plutôt. C'est plutôt ça parce que malgré les courriers, malgré les tentatives de prise de contact par nos équipes locales, le propriétaire ne réagit pas. Et donc là, on est bien en présence, et en plus, pardon, excusez-moi, on est en présence d'un immeuble qui, vous le voyez, visuellement, peut présenter un risque pour la sécurité des riverains. Cet immeuble, il est situé, donc ça ajoute quand même à la nécessité et aux besoins de la collectivité d'intervenir. Cet immeuble, il est situé sur la place du marché. Et donc, c'est un bien devant lequel passent énormément de riverains. Et la commune avait à cœur, du coup, de traiter assez rapidement cette adresse, ce bien. Donc, vous le voyez, nous avons fait le diagnostic foncier. Et comme là, on voit qu'il y a une volonté aussi de la collectivité d'aller plus loin, nous lui avons réalisé un diagnostic technique. Donc, on a fait un constat visuel des désordres que nous pouvons relever sur ce bâtiment. Donc là, vous voyez, il y a les volets qui sont complètement cassés, voire inexistants. On a le clos et le couvert qui n'est pas toujours assuré. On voit vraiment que le bien est complètement laissé à l'abandon, qu'il est fermé. Et donc ici, on a proposé une préorientation vers la procédure d'état d'abandon manifeste.
après avoir expliqué ce que cela représentait pour la collectivité, c'est-à-dire que si le propriétaire ne réagit pas à la première tentative qui est l'envoi du procès-verbal provisoire pour lui demander de réaliser des travaux pour faire cesser l'état d'abandon, eh bien dans ce cas-là, la collectivité peut poursuivre pour aller jusqu'à l'expropriation du bien. C'est très important, hein, vraiment on insiste, d'avoir ces échanges en amont avec la collectivité, parce que qui dit expropriation dit coût, nécessairement, parce qu'une expropriation, ça nécessite d'indemniser le propriétaire à hauteur du prix évalué par les domaines. Donc, cette procédure a été validée par la collectivité et donc nous avons engagé la procédure. Donc, nous avons commencé par envoyer avec la collectivité a envoyé le PV provisoire. Et en fait, ça a bien fonctionné, ça a fait l'effet d'un coup de bluff finalement sur le propriétaire, puisque le propriétaire s'est réveillé et il a mis en vente son bien. Donc le bien a été vendu, la signature a eu lieu, le compromis a été signé, donc c'est très très favorable, puisque du coup ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une veille plutôt active, un accompagnement renforcé ici du nouveau propriétaire pour s'assurer que les travaux soient bien réalisés et qu'on ne se retrouve pas devant une situation identique, mais avec un nouveau propriétaire. Notre dernier cas, c'est un gros cas, un lourd cas. C'est une situation qui se situe à Bruay-la-Bussière, dans le Pas-de-Calais. Là encore, c'est une situation que nous avons rencontrée dans le cadre de notre OPARU, qui est animée par l'équipe des Hauts-de-France, du coup, de chez Citémétrie. Et c'est une adresse qui nous avait de toute façon été préorientée comme étant prioritaire. Elle a été présentée par la ville, il fallait trouver une solution. Donc là, c'est déjà intéressant parce qu'on sait que la collectivité va avoir un vrai intérêt et une volonté d'aller traiter la situation de vacances dégradé pour le coup. Et donc ce bien a fait l'objet, comme tous les biens que vous avez vus auparavant, d'un diagnostic foncier qui a été très court, parce qu'en fait, là, on avait un propriétaire bien identifié, donc il y a plusieurs, c'est un ensemble immobilier, quasiment un linéaire complet. Le propriétaire est en vie, il a acheté ce bien il y a peut-être 3 ans, si mes souvenirs sont bons, dans le cadre d'un projet d'investissement locatif. Mais alors son projet, vous le voyez, il est complètement à l'arrêt et l'état du bâti est très inquiétant, vraiment. Pour vous dire, hein, les planchers sont effondrés. Encore une fois, le clos et le couvert n'existent plus. Vous voyez qu'il y a des parties de murs qui sont complètement murées pour empêcher justement le squat et le risque causé aux tiers. Donc là, il y a quand même un vrai intérêt à aller traiter ce bien parce qu'en plus, visiblement, il présente un vrai danger. Donc nous, on est pour le coup en amont de la phase de diagnostic technique parce qu'on a préconisé, on sent que ça peut aller vers de la DUP Vivien, mais nécessairement pour confirmer cet état de fait, et de droit surtout, il faut justifier ça par un diagnostic technique. Et là, pour le coup, on a préconisé à la collectivité, qui va certainement le faire réaliser, de faire saisir un expert auprès du tribunal administratif, avec pour objectif de classer le bien comme un immeuble irrémédiable ou un immeuble menaçant ruine. Et donc, l'objectif de ce rapport d'expertise permettra ensuite, je l'espère, de classer ce bien en procédure de DUP Vivien pour faire cesser en fait finalement le danger. Voilà, donc nous en avons terminé avec les cas pratiques. Donc on vous propose de passer à la phase de questions-réponses. Si Léa, tu veux bien prendre la parole pour nous poser les questions, s'il te plaît. Bonjour Marion et bonjour Stéphanie. Déjà, je vous remercie pour cette présentation qui était très claire et très intéressante. Donc déjà, la question il y a une question qui a été posée plusieurs fois sur le support et le replay. Donc oui, je vous confirme à tous que le support et le replay vous seront transmis par mail à l'issue du webinaire. Donc on a reçu 3 questions. La première est si une collectivité enclenche une procédure pour récupérer un bien, que se passe-t-il si le propriétaire refait surface au bout de 5 ans? Oui. Alors, en fait, ça dépend quel type de procédure. Ça dépend quel type de procédure. Donc là, on est plutôt sur, visiblement, la question vise les propriétaires.
Donc, dans ce cas-là, on n'est pas sur le cas des actions volontaristes. On est sur un propriétaire qui ne serait pas décédé. Alors, ça peut être le cas du propriétaire inconnu, donc bien présumé sans maître. Alors, dans ce cas-là, c'est pas grave, c'est-à-dire que même si la procédure, imaginons, est dans le cas d'un bien présumé sans maître, même si la procédure a été mise en œuvre, que le bien a été incorporé dans le patrimoine de la collectivité, eh bien, il y a justement une règle qui dit qu'il y a la prescription trentenaire qui s'applique, c'est-à-dire que pendant encore 30 ans, le propriétaire et ou les ayants droit peuvent se manifester pour, alors encore faut-il qu'ils le justifient, c'est-à-dire qu'il faut justifier avoir effectivement des droits sur le bien, et si c'est accepté, dans ce cas-là, ce propriétaire sera dédommagé à hauteur du prix du bien, on va dire, au moment de l'incorporation. C'est la raison pour laquelle, lorsque la collectivité décide d'engager cette procédure et incorpore le bien, il faut une délibération pour le faire. Et nous, on conseille toujours de faire une évaluation du bien et de l'inscrire dans la délibération. Comme ça fige, si vous voulez, en quelque sorte, le montant du bien au moment de son incorporation. Donc, il n'y a pas de problème. Ça n'empêche pas, si vous voulez, la procédure, la collectivité, d'agir malgré tout. Il y a toujours, de toute façon, des aléas. Et aussi, petite précision, donc par rapport à la procédure de succession vacante, il est aussi possible que le service du domaine soit nommé curateur de la succession et qu'un héritier se réveille à ce moment-là, notamment en voyant peut-être que le bien qui appartenait à sa grand-mère ou à sa tante est mis en vente. Là également, le domaine laisse tout à fait la possibilité aux héritiers de se manifester, mais s'ils se manifestent, il leur demande: fournissez-nous un acte de notoriété qui prouve que tous les héritiers se sont mis d'accord et sont prêts du coup à régler la succession. Et c'est à ce stade-là que généralement on se rend compte que non, la situation est tellement bloquée que finalement les héritiers ne vont pas plus loin, et du coup le service du domaine, après un certain délai qui est laissé aux héritiers, peut poursuivre la procédure et la mise en vente du bien. Donc voilà, ça permet aussi de sécuriser, parce que bien sûr les héritiers ont toujours la possibilité de se manifester. Je te remercie donc pour cette réponse. La deuxième question est la DUP Vivien à quelle suite une fois mise en œuvre sur le propriétaire? À quelle suite une fois mise en œuvre sur le propriétaire? Alors, il y a plein de suites. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question peut être peut-être plus précise. En tout cas, si la DUP Vivien est activée, dans tous les cas, elle commence, enfin en tout cas, si elle est choisie, elle est justifiée techniquement. Je reprends l'exemple du cas de Bruay que je vous ai présenté juste avant. Si elle est justifiée techniquement, la première étape, ça va être de prendre un arrêté ou d'insalubrité ou de mise en sécurité avec une prescription démolition et ou interdiction définitive d'habiter. Imaginons donc vous avez un arrêté de mise en sécurité avec une prescription démolition. Le propriétaire, donc c'est un arrêté classique si vous voulez, c'est-à-dire que c'est à l'encontre du propriétaire que cet arrêté sera pris. Donc c'est lui qui devra mettre en œuvre cette prescription de démolition, et c'est seulement s'il ne le fait pas dans le délai imparti par l'arrêté que la procédure de DUP peut s'enclencher dans le cadre, enfin vraiment avec la rédaction d'un dossier de DUP. Donc c'est une DUP simplifiée, c'est une DUP qui va plus vite. Et donc c'est à ce moment-là que la collectivité peut décider ou non de saisir le préfet pour passer en phase d'expropriation. Alors, je raccourcis vraiment parce que sinon, je pense que tout le monde n'aura pas réponse à ces questions. Mais en gros, c'est ça la suite s'il y a une orientation vers la DUP Vivien. J'espère avoir répondu à la question de la personne, désolée. Je te remercie et du coup, je vais te poser une dernière question qui sera que risque la commune si elle n'agit pas sur un logement vacant qui se dégrade? Encore une fois, là, on va parler du coup du risque forcément juridique, puisque si un bien est vacant, dégradé, mais que par exemple il est au milieu de sa parcelle, qui ne donne pas en front à rue, etc., j'ai envie de dire, bon, mis à part le fait que ça fasse un peu tache dans le paysage, il ne risque pas grand-chose. En fait, si vous voulez, la responsabilité de la collectivité, de la commune, va être engagée s'il y a un risque pour la santé, la salubrité, la sécurité des tiers, des riverains. Et donc, si par contre, le bien vacant dégradé dispose, je ne sais pas, d'un bout de toiture, de fenêtre, etc., qui mérite de tomber sur la chaussée, et que ça tombe, et bien là, pour le coup, le risque, c'est d'engager la responsabilité de la commune.
par la personne qui se sera vue recevoir la fenêtre sur la tête, quoi. Donc, il y a quand même un vrai enjeu à bien identifier les vacants bloqués et surtout à évaluer. Et c'est aussi pour ça, tout à l'heure, qu'on vous a dit que le diagnostic foncier, c'est primordial. Mais le diagnostic technique, justement, pour évaluer l'urgence de traitement, elle est aussi importante. Il est aussi important, pardon. Je te remercie. Donc, pour rester dans le timing, on va s'arrêter là pour les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter l'adresse mail en bas. Et puis, je vous laisse terminer votre présentation. Merci Léa. Merci Léa, merci à tous. Merci à tous. Alors, vous voyez, c'est un petit peu frustrant parce que du coup, c'est un sujet où on pourrait vraiment en parler des heures. Il y a plein de cas particuliers. Donc voilà, on est désolé si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez là le contact de Citémétrie et toutes les questions qui concerneront le webinaire, vous pouvez mettre en objet webinaire logement vacant et ça nous sera relayé à Marion et moi pour qu'on puisse vous apporter une réponse. Voilà. Et on vous invite du coup à participer au prochain webinaire de Site Aimez-vous. Il y a des webinaires qui seront mis en place comme ça tous les trimestres sur des sujets différents pour justement vous faire part de notre expertise de terrain, remonter du coup nos expériences. Donc on espère que ça vous a plu et on vous retrouve très prochainement sur un Site Aimez-vous plus. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.